Bonjour à tous et bienvenue sur, j'ai failli dire Upload, c'était l'influence des gens qui m'entourent qui m'influencent justement, mais non, c'est le Rendez-vous Tech et c'est le podcast où on parle de technologie, d'internet, de gadgets, on vous fait un résumé facile, compréhensible, sympathique qui vous fait passer un bon moment de toute l'actualité internet pour comprendre non seulement la tech mais aussi le monde qui nous entoure puisqu'il est essentiel de comprendre ce qui se passe dans le monde de la tech pour comprendre ce qui se passe dans le monde. Je suis Patrick Béja et comme j'y faisais allusion tout à l'heure, je suis entouré de mes compagnons de l'ancien podcast d'Upload. Pour une fois, depuis des mois, ils sont là tous les trois et je vais continuer à faire des rimes en wa. On a d'une part... on va commencer par Corben, tiens, qui nous fait le plaisir de se joindre à nous. Comment ça va, Oui, Corben ? écoute, ça roule. Hein. Retour de vacances depuis hier, donc dans le jus, mais content d'être avec vous. C'est bien, comme ça tu sais rien du tout de ce qui s'est passé dans la tech, Non. donc tu vas faire figuration, tu peux faire les jingles si tu veux. Tu vois, Ça marche. je leur dis. Maintenant, on va présenter Cédric Bonnet. Tu nous fais un jingle ? Non. Non, mais pas Cédric, c'est Corben qui doit faire les jingles. Ah ouais, c'est Rick. Le jingle pourri. Ah non, c'est merveilleux. Bon, comment ça va, Cédric ? T'es en forme, toi ? Ouais, ça va, écoute, en forme. Tout va bien, il fait presque beau et presque chaud. Oh, c'est pareil chez moi, l'automne est revenu, il y a du soleil, mais il fait combien là ? 15 degrés, donc on est bien en Finlande. 23, ça va. Ouais, c'est mieux quand même. Oui. Jérôme Kainborg qui se joint à nous également. Quelle température fait-il par chez toi ? Paris représente, je sais pas, attends, je regarde. Ouais, il y a un peu de soleil, mais il y a de la pollution dessus. D'accord, oui, donc on est bien à Paris, effectivement. Ton volume est un petit peu élevé, je ne sais pas si tu peux baisser un tout petit peu le gain, Jérôme, ça serait super. C'est ça. Merci. Dans tous les cas, je suis très heureux de vous avoir. Les anciens auditeurs se souviendront que on faisait Upload ensemble tous les trois et vous êtes là une fois par mois dans le Rendez-vous Tech, mais ces derniers mois, ça avait été un petit peu chaotique, donc on avait généralement 2 d'entre vous, mais là, tout le gang est réuni. Et on est réunis pour parler de quoi ? On va vous parler de Zao, la dernière app chinoise hyper populaire, en Chine, mais quand même qui pose quelques questions. On va vous parler des conférences du mois à venir, parce qu'il y en a plein. Vous avez peut-être souvenir que Apple annonce ses téléphones ce mois-ci, mais il n'y a pas que qui va présenter tout ça pour la rentrée. Puis on aura plein de news et rumeurs. Avant ça, 2 petites choses à dire. D'abord, il y a un message très important sur l'avenir de l'émission en fin d'épisode. Je vous explique des choses qui vont arriver bientôt. Et si ça vous intéresse, vous pouvez aller écouter en fin d'épisode. C'est une petite section où je vais vous expliquer ça. Donc, les patriotes et en particulier les gens du comité de production savent bien de quoi il s'agit. Donc, pour eux, c'est peut-être pas la peine d'aller écouter. Mais c'est effectivement un truc qui sera important pour les autres auditeurs. Et bien sûr, l'autre chose que je veux faire avant qu'on ne se lance, c'est remercier les patriotes, justement, ceux qui soutiennent l'émission financièrement, qui permettent à l'émission d'avoir cette base de financement absolument essentielle, à savoir Laurent Bervertz, j'espère que je prononce bien, Jeep, Paul Vianney, Arnaud Adjovi, Clément Blin, Alexis TGR et François. Merci à vous tous et à tous ceux qui financent l'émission directement sur patreon.com/rdvtech. Je vous fais d'énormes bisous comme j'allais dire à chaque émission, mais en fait c'est tous les jours parce que c'est grâce à vous que je peux faire ce métier merveilleux. Bon, les jeunes, je vous propose qu'on se lance d'abord dans l'explication de ce qu'est Zao et des préoccupations que ça peut amener. Zao, je veux bien. Oui, parce que toi, tu reviens de vacances, donc tu as aucune mois, idée j'ai pris un mois, les gars, vous vous rendez même pas compte, j'étais déconnecté tout jeu. C'est même plus qui est le président de la République, donc allez-y. Non, mais il n'a pas changé. Il y a des choses qui ne changent pas. Qui ne changent pas en un mois, en tout cas. Zao, c'est l'app dont tout le monde parle ces derniers temps. Vous vous souvenez de FaceApp, cette application qui manipule les images de votre visage pour vous rendre pour vous donner une apparence plus vieux ou plus jeune, ou changer votre sexe, etc. Eh bien, Zao, c'est la version un petit peu vidéo de cette idée des deepfakes, c'est-à-dire de manipuler des images de vidéos, de films ou de séries connues pour y insérer votre visage, c'est-à-dire que vous pouvez être dans une scène de Titanic
à la place de Leonardo DiCaprio. Il y a plein d'exemples comme ça. Il y a essentiellement, alors c'est une app chinoise, il faut avoir un numéro de téléphone. Je crois que ça fonctionne aux États-Unis, en Chine et dans quelques autres pays, mais pas en France en tout cas. Et c'est une app qui prend à partir d'une photo, une simple photo, un selfie quoi, qui va insérer votre visage dans ces grandes scènes de films. Et pour avoir vu les exemples qu'ont donné certains utilisateurs, il faut avouer que c'est vraiment hyper bien foutu. Alors c'est pas complètement parfait, on imagine que à plus grande résolution, on verrait encore plus les défauts d'insertion, mais c'est quand même hyper convaincant pour ce que c'est. C'est un truc qui est fait en quelques secondes, qui est fait à partir d'un seul selfie de la personne qui est insérée dans la vidéo. Et c'est la coqueluche de la Chine et du monde en ce moment. Et ça amène deux préoccupation, on va dire. Il faut peut-être préciser un truc au niveau technique. Tu sais pas n'importe quelle scène de n'importe quel film, c'est pas toi qui choisis. Il y a des scènes qui sont préprogrammées. En gros, le mapping de ton visage est préprogrammé, donc c'est juste finalement l'application d'une texture sur un peu plus quand même. Hein. Ouais. Ouais, oui, vraiment un peu plus, parce qu'il y en avait des applications qui comme ça qui appliquaient la texture du visage et il y avait souvent des ratés au niveau de la bouche, ou même souvent c'était des passages où les gens parlaient pas, donc tu voyais pas les expressions du visage et tout. Là, ça va vraiment plus loin. Hein. Je sais pas si tu as vu les vidéos. Oui, j'ai vu, mais ce que je veux dire, c'est que ça va pas te calculer un deepfake sur n'importe quel extrait de film que toi, t'aurais choisi. Non, les extraits sont déjà pré-choisis, en fait. T'as tout à fait raison, ouais. Ça a l'air cool, en tout cas, sur le papier. Essentiellement, c'est des extraits de séries et de films populaires en Chine, d'origine chinoise, et il y en a quelques-uns de Hollywood. Il y a Game of Thrones, quand même. Il y a Game of Thrones, il y a, comme je le disais, DiCaprio, etc. Mais ce qui est effectivement intéressant, c'est que, oui, tu as raison de le signaler, Jérôme, c'est sur certains extraits, donc on peut imaginer qu'ils ont déjà fait un certain travail sur ces scènes pour que la qualité de l'image soit quand même impressionnante, acceptable et impressionnante, simplement avec des calculs faits sur un petit téléphone en quelques secondes à partir d'une image de selfie. Mais il n'empêche, on peut tout à fait voir à quel point ces technologies évoluent et à quelle vitesse elles évoluent, parce que il y a on va dire il y a 2-3 ans, c'était encore que théorique ce type d'utilisation, et aujourd'hui c'est dans une petite app, et ça amène deux préoccupations, on va dire. D'une part, la question des données privées. Oui, parce que tu disais que le téléphone faisait le rendu, mais c'est pas le téléphone, hein, ça part sur un serveur et le serveur fait le rendu et tu télécharges la vidéo en fait. Oui, tu as raison, je me suis mal exprimé. C'est pour ça que ça pose un problème d'ailleurs. Tout à fait. Si c'était en local. Et c'est pour ça que je faisais référence à FaceApp, qui était une application russe, enfin d'origine russe, pour lequel on avait les mêmes interrogations qui s'étaient levées, c'est-à-dire on donne notre photo à la société, et il y a un langage légal un petit peu large qui dit on peut utiliser votre photo pour toute utilisation en perpétuité, c'est transférable, ce qui est un petit peu le langage classique légal, mais qui fait un peu peur aux gens. Je crois que on n'a pas forcément à avoir plus peur de ça que pour une application qui n'est pas russe ou chinoise, mais il faut quand même peut-être se poser la question, même si pour moi la réponse n'est pas « oulala, faut surtout pas utiliser ça ». La question de la vie privée, disons, est plus préoccupante sur d'autres applications qu'on utilise tous les jours et pour lesquelles on ne se pose pas la question. Et puis l'autre question qui se pose aussi, c'est, là, on est en train d'arriver à du deepfake qui est vraiment aussi plus ou moins convaincant que du Photoshop. Et donc, on peut tout à fait imaginer, c'est un des scénarios qu'on met en avant, que pour les prochaines élections, par exemple, on va voir des vidéos qui seront peut-être facilement, pas vraiment identifiables, mais dont on comprendra qu'elles sont fausses, mais qui vont se diffuser et qui vont avoir l'air vraies, quoi. Ou inversement, tu auras peut-être des vidéos qui seront vraies et tout le monde dira mais non, c'est n'importe quoi. Voilà. Le problème, c'est que ça sème le doute, quoi.
Hmm. Pour la vie privée, ça m'étonne en fait ce buzz. Enfin, ça l'a fait avec FaceApp, je crois juste avant aussi. Oui, tout à fait, ouais. Mais il y a pas plus de problématiques avec un Instagram, un Facebook ou. FaceApp, il y avait eu une autre polémique aussi qui était que l'application, enfin certains avaient sorti que lorsqu'on lançait l'application et qu'on uploadait une photo, non seulement on uploadait la photo, mais on uploadait aussi d'autres photos. Ah oui. De ton téléphone. Du téléphone, voilà, exactement, sans vraiment notre accord explicite. Donc ça, c'est un vrai problème. Et c'était ça qui posait un problème. Mais dans les faits, c'était pas. Et en plus, ça n'était pas vrai. C'est-à-dire que ça a été démontré après que ça n'était pas vrai, mais un journaliste était un peu emballé en disant que, en gros, on donnait accès à toutes nos photos et nos photos étaient siphonnées par l'application, quoi. Donc c'est pour ça que ça avait fait un gros buzz à l'époque. Mais moi, là, ce que je remarque, mais c'est peut-être juste une déformation de mon esprit, c'est que les bad buzz un peu comme ça sur les données personnelles, c'est dès qu'on parle des Russes et des Chinois, quoi. C'est ça. Mais bizarrement, exactement. les Américains, il n'y a pas de problème. Bon, je dirais que les gouvernements de ces pays sont un petit peu plus préoccupants au niveau de l'usage qu'ils font de la vie des données privées que On va dire ça à Snowden, hein. les autres, pardon. Tu vas dire ça à Snowden. Oui, mais ça ne veut pas dire que les autres sont parfaits non plus. Mais disons que si les révélations de Snowden t'inquiètent, je pense qu'il faut être encore plus inquiété par les pratiques de certains autres gouvernements. Mais bon, on ne va pas refaire cette question-là. Disons que l'espion chinois et l'espion russe vont encore pas mal, ouais. Mais ce qui est le point sur lequel je pense qu'on sera d'accord, c'est que ces sociétés sont des sociétés a priori privées. Il n'est pas évident qu'ils fassent une utilisation clairement inquiétante de ces données et de ces photos. Surtout vu vos gueules. Grave. Mais c'est ça, c'est que si vous êtes préoccupé, on va dire que si vous êtes préoccupé par ce type d'utilisation et l'utilisation que peuvent faire ces sociétés, peut-être même les gouvernements par le truchement de ces sociétés de vos données privées, je crois que au même niveau de préoccupation, on aurait des applications qu'on utilise tous les jours. Donc la vraie problématique. Vas-y, Corben, on donnera la parole à Jérôme. Pour moi, s'il y a un transfert à faire entre un gouvernement quelconque, que ce soit américain ou chinois, et puis ces sociétés privées, c'est peut-être sur la reconnaissance faciale. Parce que du coup, tu peux associer, je sais pas ce qu'envoie Zhao comme données, mais tu peux associer peut-être une boîte mail à ta tête, ou alors un numéro de téléphone, ou un nom, etc. Et on sait très bien que les Chinois, mais bon, je pense que d'autres gouvernements aussi, ont des systèmes qui reconnaissent le visage des gens et peut dresser des amendes à distance, ce genre de truc, juste avec les caméras de sécurité dans la rue. Donc potentiellement, ça permet d'étendre la base, quoi. Oui, c'est là qu'intervient la préoccupation, et je dirais que c'est une préoccupation qui est légitime, mais qui n'est pas complètement... l'application directe qu'on verrait de cette utilisation des données, le lien entre Zhao et ce type d'utilisation n'est pas vraiment avéré, même si la question existe. Jérôme, tu voulais ajouter quelque chose ? C'est vrai qu'il faut le numéro de téléphone pour télécharger l'app et l'utiliser. Donc, ce que tu disais, Corben, peut être inquiétant, effectivement. Ne serait-ce que la récupération de la base de données de visage pour faire du deep learning pour leur caméra de reconnaissance faciale. On peut imaginer ça. Non, ce que je voulais juste dire, c'est que sur ce type d'app, les gens sont toujours choqués sur tu cèdes les droits pour une utilisation publicitaire de ton image. Il faut bien comprendre qu'en langage juridique, c'est plutôt un paragraphe de défense de ces sociétés. C'est pour pas que nous, on puisse les attaquer parce qu'ils ont une image de nous. Donc, chez Facebook, chez Twitter, enfin, tout le monde a ce paragraphe écrit de manière plus ou moins claire, mais ça veut pas dire qu'ils vont utiliser votre visage pour faire leur campagne de pub, parce que ça serait un bad buzz pour eux, finalement, de faire ça. Donc, s'il y a ce paragraphe, généralement, dans les mentions légales, c'est plutôt pour se protéger, eux, pour pas être attaqués par les utilisateurs.
Parce que de fait, ils font une utilisation de votre image quand ils la traitent sur leur serveur. Ne serait-ce que ça, ils ont besoin d'avoir le droit de la traiter. Le droit de reproduction, de modification. Voilà, parce qu'ils la reproduisent à partir du moment où ils la copient de votre téléphone à leur serveur. Et ben, c'est une reproduction légalement. Donc, c'est souvent pour ça aussi que ces droits sont inclus dans le texte légal, même si ils ont modifié leur accord d'utilisation suite au buzz. Donc, ils ont peut-être écrit les choses de manière un petit peu différente pour que ça sonne moins inquiétant. Avant de conclure, les préoccupations sur le deepfake et ce que ça peut donner, parce que là, je crois que c'est le vrai premier exemple grand public de vidéos modifiées dont il est peut-être un petit peu plus difficile de voir qu'elles ont été modifiées, même si elles ont été faites avec une telle facilité. Je crois qu'on voyait tous venir ce monde dans lequel il serait difficile de savoir si une vidéo est vraie ou pas. Est-ce que ça vous inquiète ou est-ce qu'on a déjà intégré cette idée parce qu'on l'a vu venir ? Alors moi sur la vidéo, moi j'ai intégré l'idée. Après voilà, mais sur moi ce qui m'inquiète un peu plus, c'est le combo vidéo plus voix, parce que maintenant il est possible aussi de faire des faux de la voix en fait des gens. Et ça c'est redoutable parce que encore là les détournements qu'on a vu par exemple avec Donald Trump ou Barack Obama, etc. Après c'est du remontage avec des autres discours, etc. Donc moyen de bidouiller. Mais là, j'ai lu un article récemment qui parlait d'un site qui permettait de faire parler à un politicien, je crois, mais de lui faire dire n'importe quoi, parce que c'est un petit peu du deepfake pour la voix, effectivement. C'est du deepfake pour la voix, et j'ai lu qu'il y avait des criminels qui se servaient de ça pour faire des arnaques au président, donc c'est-à-dire appeler dans les sociétés pour déclencher des virements, etc., en copiant la voix des patrons, par exemple. Donc il peut y avoir des usages un peu comme ça aussi. Je vous encourage à aller écouter l'épisode 310, qui est un spécial sécurité, justement, qu'on a fait avec Stéphane Le Boisselier, l'ami de Cédric, où on parle justement, entre autres, des arnaques au président. Et on en parlait avec des contextes où il n'y avait pas de voix synthétique qui ressemblait à celle du président. Vous pourrez imaginer ce que ça peut donner quand ce genre de choses est disponible. Jérôme, tu allais ajouter quelque chose ? Moi, ce qui m'inquiète, parce que finalement, c'est un phénomène inévitable, on va avoir plein de vidéos fausses. C'est plus la conjoncture de ça et du grand tribunal de Twitter et des réseaux sociaux qui fait qu'aujourd'hui, la vérité importe peu aux gens et que c'est le premier qui sortira une vidéo sur un homme politique qui fait des trucs avec un cheval ou je sais pas quoi. Ça passera pour... le tribunal de Twitter se mettra en place. Bref, il y aura plus de place finalement vraiment pour la vérité et ça sera l'empire du buzz. Il faudra faire les vidéos les plus buzzantes, les plus crades, les plus... Ça passera, mais on va vivre quelques années qui vont être pas marrantes, je pense. Ouais. Je crois qu'il y a un élément qui est encore plus inquiétant même, qui est une extension de ce qui est déjà le cas avec les fake news aujourd'hui. Et je crois que c'est une chose que tu évoquais un petit peu en début de discussion, Cédric. C'est le fait que même si on comprend qu'il y a certaines choses qui sont fausses, en fait, l'abondance des informations vraies et fausses en même temps fait qu'on ne sait plus lesquelles sont vraies. Ça brouille le message complètement. Et du coup, on lève les bras au ciel et on dit bon je m'en fous, je crois plus à rien. En fait, comme on ne sait pas quoi croire, on croit à rien. Ça va devenir de plus en plus difficile de vérifier même par soi-même. Le problème c'est que t'auras un côté des gens qui te diront que ce que tu as vu est faux, l'autre qui diront mais non mais c'est vrai, et c'est à toi de te faire ton avis, de chercher. Certains vont pas faire l'effort et du coup le message sera complètement brouillé et ils croiront en plus rien. Et le vrai souci c'est ce souci de confiance et de défiance vis-à-vis même du journalisme classique est bien traduit aussi là-dedans. Les journalistes même se font avoir aussi par des fake news. Et le jour où eux-mêmes, tu vois, quand un média diffuse une fake news sans avoir vérifié, tu te mets à douter d'absolument tout. Et pour moi, c'est ça la vraie problématique et le vrai enjeu de ce truc-là. Donc bon. Et quelle est la solution ? Moi, je dirais, évidemment, tout le monde peut faire des erreurs, même les journalistes, mais je pense qu'il faut effectivement qu'on soutienne les journalistes et qu'on trouve les journalistes auxquels on fait confiance. Mais tout le monde peut se faire avoir, bien sûr. Toi-même, Patrick. Non, à part moi. Moi, je me fais jamais avoir. Je te promets que tu pourrais te faire avoir facilement, mais sur des choses qui te... En fait, les choses sur lesquelles tu pourrais te faire avoir, ça serait des choses qui, finalement, ont peu d'importance ou qui ont un impact limité, et du coup... Tu vas te dire, tiens, c'est marrant, ils ont trouvé
je sais pas, un tel animal dans tel Ils ont tel trouvé, pays. ils ont vois, trouvé des squelettes de chats sur Saturne. Oh, mais non, c'est ça fou. c'est peut-être un peu trop, mais voilà, tu vois, des gens Ouais, des je petits comprends, trucs ouais. anecdotiques, tu pourrais te faire avoir. Regarde Là, le poids des rumeurs, ne serait-ce que dans les news tech aujourd'hui. C'est presque devenu incontournable de traiter les rumeurs. Il y a aussi le problème que les gens n'ont plus la patience d'attendre qu'un journaliste fasse une enquête ou croise les infos. On veut des infos fraîches tout de suite. Au moment même où le mec a parlé, il faut qu'on analyse tout. C'est ça qui va être compliqué, quoi. En c'est pour conclusion, ça- je dirais que c'est le 1er avril toute l'année finalement. Ça va C'est être un peu C'est un ça, peu ouais. ça. C'est un peu ça va ça. être la fête. 1er avril toute l'année, je crois que tu m'as trouvé le titre de l'épisode. Merci beaucoup, Corben. Eh bien, on va avancer donc. 1er avril everywhere, et tu mets, tu sais, l'image de Buzz l'éclair avec Woody, et je sais pas si tu l'as vu, ce même Non, je grand l'ai pas vu, classique. mais Ah, tu l'as jamais vu? ça Ah. parlera aux gens qui le connaissent. Oh. Et puisqu'on parle de rumeurs et de conférences, on va faire un petit point sur les conférences qui nous attendent dans les semaines à venir. Je ne sais pas d'ailleurs si vous avez vu cette photo de l'Égyptien qui ressemble à Steve Jobs, qui a tourné sur les réseaux la semaine dernière. Et certains disaient « Oh, Steve Jobs est encore en vie, c'est un complot ». Bon, je crois que personne n'était sérieux là-dedans. Tout le monde avait bien compris, mais c'était marrant de participer au truc. Mais... Bref, donc, qu'est-ce qui se passe ces semaines à venir? Vous savez évidemment, parce que c'est toujours eux qui font le plus de buzz, qu'Apple va faire sa conférence la semaine prochaine, sa conférence de rentrée où ils vont présenter les nouveaux iPhones. Je viens de voir le même dont me parle Cédric, merci beaucoup pour ce lien. Mais il n'y a pas que. Il va y avoir du 6 au 11 septembre l'IFA, qui est un petit peu notre CES en Europe à nous, qui a lieu en Allemagne, la conférence Apple le 10 septembre. Il va y avoir une présentation du Huawei Mate 30 le 19 septembre. Ça va avoir son importance pour quelques raisons. Microsoft va faire une conférence le 2 octobre à New York et ils vont peut-être annoncer des choses qu'on attend depuis longtemps. Et enfin, Google va faire sa conférence sans doute le 4 octobre. Ils n'ont pas encore confirmé la date, mais on imagine que ça sera dans ces eaux-là, pour présenter notamment le Pixel 4. Alors, parmi toutes ces conférences, est-ce qu'il y en a que vous attendez avec plus d'impatience que d'autres? Je vais peut-être commencer avec Cédric. Est-ce qu'il y a une conférence ou une chose qui va être présentée à l'une de ces conférences qui t'émoustille un petit peu plus que les autres? Moi, il y en a 3, mais... vas-y alors, c'est la fête. Évidemment, c'est non, mais on va faire dans les GAFAM, mais c'est Google, Microsoft et Apple, en fait. C'est vraiment ces 3 confs que j'attends vraiment. Déjà Google, alors, parce que j'ai hâte de voir ce que... Je te pose la question justement en prélude à ton explication. Est-ce qu'on peut vraiment encore être excité par ces conférences ou c'est systématiquement des téléphones qui sont à peine différents de ceux de l'année dernière? Moi, je pense qu'on peut être surpris. Parce qu'en fait, ça fait déjà plus d'1 an que je dis que justement, les téléphones ont plus grand-chose à nous apporter, mais sur l'aspect logiciel et les services, on le voit bien avec Apple qui s'ouvre. Enfin, t'avais imaginé Apple Music compatible Chromecast ou Samsung intégrer comment ça s'appelle, iTunes dans ses télévisions ou même AirPlay. Enfin, c'est des choses que tu pouvais même pas imaginer il y a encore 6 mois, quoi. Enfin, ou encore 1 an. Et donc on est vraiment sur un moment où le marché est saturé d'appareils mobiles. Il y a un nouveau téléphone qui est censé changer la donne tous les 6 mois, mais finalement, c'est que l'évolution du précédent. Ce qui change, c'est le logiciel et les services. Et la baston aujourd'hui, chez Apple, elle se fait sur les services et l'interopérabilité. Crois-moi que l'arrivée de AirPlay 2 et ce genre de choses sur toutes les télévisions du marché, c'est parce que Apple TV+ va avoir besoin d'un support dans le salon, hein. Et sans forcément passer par une Apple TV, tu vois. Donc le fait de s'ouvrir et tout ça, c'est un gros move de la part d'Apple, mais c'est pareil pour les autres. Et moi, je crois vraiment, tu vois, le Google, par exemple, se différencie beaucoup sur ses pixels, même sur sa propre version Android, avec des fonctionnalités qui sont exclusives aux pixels, au moins les premiers mois. Et j'ai hâte de voir ce que va nous proposer Google avec le Pixel 4 et les services associés. Microsoft, je t'avoue que c'est les seuls sur lesquels on peut encore être surpris sur du matériel, parce que
Ils ont des choses dans les cartons et on a les rumeurs de cet appareil avec 2 écrans. Voilà, l'année dernière, ils n'ont pas fait de conf. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ils en ont fait une, mais c'était un peu behind closed door, donc pour annoncer juste des versions black et le casque Surface. Voilà, il n'y a pas eu vraiment de conf. Cette année, il y en a une, et ils ont dit que ils feraient des confs que s'il y avait vraiment des choses nouvelles à annoncer. Donc voilà, j'attends d'être surpris. Et du côté de chez Apple, encore une fois, c'est iOS 13, on l'a découvert évidemment à la WWDC, mais maintenant on va le voir ça avec des cas pratiques et d'usage et intégré à du matériel. Je pense qu'on peut être surpris. Donc moi j'attends ça surtout. Toi, t'attends tout ça. Jérôme, est-ce qu'il y a des choses qui te parlent particulièrement ? Je pense que la présentation du Huawei va être intéressante dans le sens où c'est les pieds dans le plat par rapport au feuilleton Huawei qu'on a suivi. Que donnerait un smartphone sans Google, en fait ? Oui, donc tu parles, pour repréciser pour ceux qui s'en souviennent pas, c'est la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine qui a fait que Donald Trump, le gouvernement américain a interdit la collaboration de certaines sociétés américaines avec certaines sociétés chinoises, ce qui fait que Huawei ne peut plus utiliser Android avec autant de facilité qu'avant. Donc la question, c'est est-ce qu'ils vont utiliser une version non officielle d'Android ou carrément passer sur leur propre système d'exploitation qu'ils avaient présenté il y a 2 semaines, Harmony OS. C'est vrai que ça, c'est une grosse question, quoi. Ouais. Après, ça va m'intéresser de regarder Microsoft avec ce qu'ils vont faire avec la Surface, en parallèle de Samsung qui revient avec le Fold. Moi, je suis de ceux qui pensent que l'avenir des pliables, enfin des foldables, c'est plus la tablette que le smartphone. Donc ça va être intéressant parce que je pense qu'on aura 2 propositions. On va avoir 2 propositions intéressantes. On va voir. Ça peut rebooter l'intérêt pour la Surface, qui était un peu retombé. Pour Samsung, on a effectivement des rumeurs selon lesquelles ils relanceraient les précommandes de leur Galaxy Fold qui avait été très problématique à sa première annonce au printemps. Il serait donc relancé à l'IFA, donc entre le 6 et le 11 septembre. En tout cas, on aurait une date pour le lancement. Là, ils ont réouvert les inscriptions pour avoir des infos sur les précommandes. Donc, ça veut dire que les choses bougent. Et pour la Surface dont tu parles pour Microsoft, c'est cette rumeur qui est revenue après les rumeurs sur le projet Courrier d'il y a quelques années, qui était un appareil avec 2 écrans et donc pliable comme un livre. Et les rumeurs reviennent depuis quelques mois, on va dire, et ils ne les démentent pas. Donc on peut imaginer qu'ils présenteraient un appareil de ce type le 2 octobre pendant leur conférence, mais ça ne serait pas un écran pliable, mais on imagine 2 écrans avec un bord très très fin qui se replieraient l'un sur l'autre, et puis le logiciel qui va avec, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est un form factor, comme on dit, qui pourrait être innovant et intéressant. Corben, toi, il y a des trucs qui t'émoustillent à ton retour de vacances ? Non, pas du tout. tout. Moi, tu sais, le top du top pour moi, c'est le prochain Kindle. Donc, tu vois, je m'arrête là, quoi. Ouais, voilà. Le Kindle Oasis. Non, mais même pas. Enfin, peu importe le Kindle. C'est juste le Kindle. C'est le Kindle. Voilà, non, mais bon, après, le reste. Bon, alors, vous avez tous très soigneusement évité les choses qui vont se passer chez Apple. C'est très bien. On en parlera en détail et quand on saura exactement de quoi il s'agit la semaine prochaine. Je ne vais pas vous refaire le topo sur les choses dont on a déjà parlé, les appareils photo avec plusieurs objectifs plus performants sur les iPhone classique et iPhone Pro, peut-être, les noms de ce type-là. Par contre, ce qu'on a vu arriver cette dernière semaine, ce sont des indications qui viennent renforcer l'idée qu'ils auraient un petit, on va dire une petite... comment appeler ça ? Un tile, une petite balise ou une petite... Oui, une petite balise, c'est ça, un petit morceau de plastique qu'on attacherait aux clés ou à son cartable ou à son enfant ou à son chien et qui pourrait être localisé facilement grâce à ce réseau mesh d'Apple. Il y a aussi des indications selon lesquelles il pourrait avoir tout un pan de l'utilisation de l'Apple Watch pour suivre
suivre votre sommeil. Encore une fois, je ne vais pas vous donner les détails, on en parlera la semaine prochaine. D'ailleurs, l'épisode sera sans doute enregistré le mercredi plutôt que le mardi pour justement pouvoir faire le topo sur la conférence d'Apple. Donc, suivi de sommeil avec l'Apple Watch. Et enfin, ça sera sans doute pas présenté la semaine prochaine, mais il semblerait qu'ils continuent le travail sur leur casque de réalité augmentée, puisqu'on a des mentions d'éléments qui seraient liés à un casque de réalité augmentée qui sont arrivés dans iOS 13. Donc voilà pour ce qui se passe du côté d'Apple, on en saura plus la semaine prochaine. Mais dans l'ensemble, il y a quand même, je dirais que ça peut être des trucs intéressants pour cette rentrée au niveau des conférences, ce qui n'est pas toujours le cas, donc on verra ce que ça donne. Voilà pour les conférences du mois de septembre et début octobre. On va passer à nos news et rumeurs, mais avant ça, j'aimerais vous dire 2 petits mots sur Patreon. Vous connaissez Patreon, patreon.com/rdvtech. C'est tout simplement le moyen de soutenir l'émission, le meilleur moyen de soutenir l'émission. Vous pouvez décider combien d'argent vous donnez par épisode et combien d'épisodes vous soutenez par mois. Et moi, je dirais que si vous écoutez l'émission depuis un petit moment et si vous l'appréciez, si vous pensez justement que un journalisme, bon, je ne sais pas si je me considère comme un journaliste, mais on va dire des informations de qualité avérées et données de manière distrayante, bah, ça vous apporte quelque chose dans les transports, dans les voitures, pendant que vous faites le ménage, pendant que vous prétendez de travailler au boulot, maintenant, tout de suite, et bah, peut-être qu'il faudrait considérer contribuer financièrement à l'émission, et c'est une chose que je vous encourage vraiment à considérer. C'est hyper facile, ça prend 2 secondes, bon, peut-être pas 2, mais on va dire 30 secondes, et vous pouvez en un moment devenir un patriote du Rendez-vous Tech. Et en plus du fait de contribuer à l'émission, eh ben, pour le prix d'un petit café ou d'un pain au chocolat ou même d'une chocolatine, vous pouvez en plus, n'est-ce pas, hein, les gens du Sud comprennent, vous pouvez avoir des bonus sympathiques comme par exemple, au hasard, les éditos que je fais de temps en temps, l'accès au podcast privé des Patriotes qui est en fait une version, un flux de podcasts avec les épisodes, sans cette partie que vous êtes en train d'écouter, sans la partie du laïus sur Patreon, et en plus avec les éditos audio, donc des contenus bonus. Vous pouvez aussi accéder à un certain niveau au Slack, qui est une communauté, le Slack des Patriotes, qui est une communauté super sympa. On discute de tech, de jeux vidéo, de plein de choses, dans une ambiance qui est bien moins agressive et bien plus agréable, bien plus détendue que sur les réseaux sociaux. Donc, que du bon, en gros. Donc, si vous appréciez l'émission et si en plus, donc vous voulez soutenir l'émission et en plus avoir des petits trucs sympas en plus, je vous encourage à aller sur patreon.com/rdvtech. Je pense que vous ne le regretterez pas. Le lien est dans les notes de l'émission. Il suffit de cliquer et vous y êtes en 10 secondes. Merci à tous les patriotes qui soutiennent déjà. Je vous aime d'amour. Bon, parlons encore un petit peu d'Apple, mais je ne sais pas si c'est en bien. Enfin, c'est en bien. Est-ce qu'ils essayent de se rattraper aux branches ? Je ne sais pas. Il y a 2 petits sujets, peut-être même 3, que je voulais évoquer. D'abord, ils ont sans doute écouté le rendez-vous tech d'il y a 2 semaines et les recommandations de Marion pour gérer les problèmes de vie privée qu'ils avaient avec Siri et l'écoute des petits clips audio pour améliorer leur service, puisque Marion disait en fait, écoutez, c'est bien beau toutes ces histoires d'amélioration de processus de reconnaissance d'audio pour améliorer Siri, mais ce qu'il faut, c'est respecter la vie privée avant tout, et donc il faut une option pour contribuer à ces améliorations, mais une option qui soit opt-in, donc que vous devez accepter, et il faut que les choses soient gérées de manière plus respectueuse de la vie privée. Eh bien, ils ont annoncé que leur processus d'écoute de ces clips pour comprendre vraiment ce que les gens disent et améliorer sera fait désormais en interne et non plus envoyé à des contracteurs externes, qu'ils vont effectivement mettre en place ce système de opt-in et ils ne vont pas garder les enregistrements plus longtemps que nécessaire, donc ils vont les supprimer très vite après leur utilisation. Donc ça, c'est pour le scandale de la question de la vie privée pour une société qui se base sur la
vie privée pour vendre ses produits, c'était sans doute inévitable. D'ailleurs, les gens de la tech écoutent beaucoup Marion nous écoutent beaucoup dans l'émission, parce que YouTube Kids vient d'implémenter un système de filtrage de vidéos en fonction de l'âge. Il y a 3 ou 4 catégories et on en parlait dans l'épisode précédent avec Gaël. Donc c'est marrant, merci beaucoup aux GAFAM. Apple a aussi annoncé un programme de réparation officiel qui s'étend aux réparateurs externes, c'est-à-dire qu'ils vont leur donner la possibilité, s'ils sont certifiés, etc., d'avoir accès au matériel officiel d'Apple pour qu'ils puissent faire des réparations. Et outils d'ailleurs. Matériel et outils, tout à fait, pour qu'ils puissent faire des réparations eux aussi. Et là aussi, ça vient d'un scandale qui était un petit peu plus latent, on va dire, mais qui était dû au fait que quand on faisait réparer ces appareils Apple chez quelqu'un qui n'était pas l'Apple Store depuis quelques années, eh ben, ça pouvait provoquer des erreurs sérieuses sur les appareils, puisqu'il y a tout un système de cryptographie pour garantir l'authenticité des différents éléments matériels d'un appareil. Et si vous utilisiez un élément matériel qui n'était pas identifié, qui n'était pas chiffré, qui ne venait pas de chez Apple, et ben ça pouvait faire en sorte que votre appareil ne fonctionne plus. Et donc, ça rendait difficile la réparation en dehors de chez Apple. C'était dû au fait qu'ils veulent s'assurer de la sécurité de leurs appareils de manière à ce qu'on ne puisse pas pirater le truc et remplacer un petit morceau et vous espionner. Peut-être les mauvaises langues diront que c'est aussi pour vous vendre des trucs plus chers, c'est pas impossible, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, sans doute en partie en raison de différentes lois qui sont en train de passer aux États-Unis sur le droit à la réparation, eh ben, ils se sont un petit peu fait forcer la main et en même temps peut-être qu'ils voulaient le faire. Et il sera possible, en tout cas aux États-Unis dans un premier temps, mais ça sera étendu au reste du monde, on n'en doute pas, à terme, comme c'était d'ailleurs déjà le cas auparavant, hein, il y avait des réparateurs ou des revendeurs certifiés qui faisaient aussi des réparations Apple pour les appareils iOS et iPadOS aussi. Et enfin, dernière chose sur Apple, et puis je vous donne la parole, il y a une énorme série de failles logicielles qui a été découverte par Google en début d'année et qui a été réparée depuis, donc mettez à jour vos iPhones, qui permettait à certains sites d'installer un malware sur votre appareil et qui permettait ensuite à ce malware de donner la localisation, les contacts et tout plein de choses au propriétaire du malware. Alors, ça n'a pas été utilisé de manière très large, mais il semblerait que ça soit une série de malware une série de failles qui est exploitée de manière hyper sophistiquée, qui aurait été mise en place selon certains par le gouvernement chinois pour aller espionner la communauté ouïghure, la communauté musulmane ouïghure qui est persécutée dans l'ouest du pays depuis des années maintenant. Et c'est puisque c'était très ciblé sur ces populations que ça n'a pas été identifié avant. C'est ce qu'on imagine, c'est peut-être pas tout à fait le cas, mais la complexité de la série de failles à utiliser fait qu'on imagine que c'était vraiment un gouvernement qui a utilisé ces failles. Donc voilà pour les 3 petites histoires sur Apple. Cédric, tu allais me dire quelque chose sur l'histoire de la réparabilité ? Oui, parce qu'en fait, Apple en gros disait nous, on veut pas que vous fassiez réparer ailleurs parce que les pièces sont pas d'origine, vous risquez de compromettre le matériel et tout ça. Et en même temps, Apple ne fournissait pas les pièces. Donc il y avait un vrai problème d'hypocrisie globale de la part d'Apple qui a favorisé pendant longtemps. Je suis sûr que dans votre entourage, vous avez vu des gens se faire réparer un iPhone dans une petite boutique et l'écran n'était pas parfaitement aligné ou enfin voilà, il y avait des choses qui fonctionnaient pas très bien et tout ça parce que c'était souvent des écrans absolument pas d'origine, dont le tactile répondait pas ou ce genre de trucs. Enfin bon, bref. Et Apple disait, vous voyez, il faut pas faire réparer ailleurs que chez nous. Et en gros, les réparateurs disaient, mais non, mais vendez-nous les pièces et nous, on fera du travail de qualité comme vous le demandez en suivant vos procédures. Et voilà, bon, bref. Et il y avait vraiment, je pense qu'il y a un petit peu d'hypocrisie de la part d'Apple quand ils disent que le faire réparer ailleurs, c'est pas bien, tout ça, tout en fournissant pas les pièces, quoi. Bon, voilà, c'était juste le petit truc. Ils sont pas tout blancs dans cette histoire, loin de là même. Business. C'est sûr. Et ouais, c'est ça. Et tu sens que, bon.
Et puis tout Mais le monde n'a maintenant, pas, ça tout le devrait- monde n'a pas, non, mais tout le monde n'a pas un Apple Store à moins de 30 minutes de chez soi, quoi. C'est ça. Donc, Il voulait faire que les gens réparent ça aux Apple Store, mais effectivement. bien tout le monde sûr, en a mais pas. non, c'est complètement idiot. Ouais. Et voilà. D'autres choses que ça vous inspire, Corben, Jérôme, sur Non. les questions de Non, sécurité? non, Non, rien, tout est- rien moi, à pour faire moi, de la c'était- sécurité. Non, 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 la non. contrefaçon peut-être aussi, mais Bah, c'est ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Apple a, et c'est le cas de plusieurs autres appareils constructeurs. Aujourd'hui, il y a les éléments comme le Secure Enclave, le bouton Home pour les appareils qui avaient encore des boutons et ce genre de choses qui pourraient être utilisées pour pirater vos appareils. On s'en rend pas forcément compte. On se dit, mais attends, si je change un écran, ça change rien. Bah, si l'appareil n'est pas, si l'élément n'est pas d'origine, eh ben, il peut être utilisé pour pirater parce qu'il y a un chiffrement entre tous ces appareils, il y a un échange de clés entre tous ces appareils, entre tous les éléments à l'intérieur de l'appareil. Donc, c'est aussi une des préoccupations d'Apple, je pense, parce que si ça n'est pas d'origine, et maintenant ça sera le cas, eh ben, il est tout à fait possible pour un petit réparateur de quartier de venir mettre un élément qui va lui permettre de pirater votre téléphone. Donc, c'est aussi pour ça que ça avait été mis en place, et puis peut-être pour vous encourager à aller aux Apple Store, c'est certain. Tiens, les amateurs d'appareils téléphoniques un petit peu plus fair, un petit peu plus équitables, eh ben, le Fairphone 3 arrive, il commence à être disponible. Je ne sais pas si c'est déjà le cas en France. Si, on peut le commander. Si tu On peux peut le commander, mais il y a très des bien. gros délais en fait maintenant. Ouais. C'est pas de souci. Alors, qu'est-ce que c'est que les Fairphone ? Eh ben, c'est des appareils, des téléphones qui sont éthiques, recyclables, réparables, vraiment cet esprit équitable et respecter autant que possible de bout en bout de la chaîne de fabrication de l'appareil. Alors c'est le 3, ça veut dire qu'il y en avait déjà plusieurs avant. Une anecdote intéressante, c'est que le premier, eh ben, ils ont dû le retirer de la circulation parce que les batteries coûtaient aujourd'hui trop cher à fabriquer 5 ans après son lancement. Donc bon, bref, je le mentionne comme ça parce que je suis un petit peu méchant, mais voilà. Mais il n'empêche, c'est peut-être pas le meilleur appareil au monde, il n'a pas le meilleur appareil photo, il n'a pas le meilleur processeur, mais il coûte 450 € et il est entièrement éthique. Si c'est quelque chose qui vous préoccupe, eh ben peut-être que c'est une chose que vous devriez considérer. Et dans la même catégorie, les États-Unis vont commencer à imposer leurs taxes supplémentaires sur les appareils qui viennent de Chine. Là encore, je suis méchant, donc je dis que c'est marrant. C'est 15% aujourd'hui, et il y aura une nouvelle sur certains produits, et il y aura une nouvelle vague qui sera de 15% sur d'autres produits. Ça commence avec des choses comme l'informatique Les accessoires. portée, voilà, les accessoires. En décembre, s'il n'y a pas d'accord trouvé, ça sera vraiment le gros morceau, puisque ça sera les téléphones et les portables, les ordinateurs portables. Ouais. Mais là, Trump compte sur les GAFAM, enfin les grosses boîtes américaines, pour essayer de faire plier le gouvernement chinois en leur disant, attendez, il faut vraiment trouver une solution parce que sinon on va devoir nous-mêmes délocaliser la production, ce qui est pas bon pour vous, ce qui est pas bon pour nous, ce qui est bon Alors, pour ce qui est personne. intéressant, ce qui est vraiment intéressant, c'est que de plus en plus d'entre eux commencent à délocaliser la production, effectivement, au Vietnam. Et du coup, ce qu'ils vont pouvoir faire, c'est fabriquer suffisamment d'appareils au Vietnam pour les importer en Chine sans avoir à appliquer les taxes supplémentaires, et les appareils fabriqués en Chine, eh ben, ils les enverront ailleurs, c'est-à-dire en Europe, en Afrique, en Amérique du Sud, Dieu sait où, mais à des endroits qui n'ont pas justement ces taxes spécifiques sur la Chine. Ouais, à Donc, préciser quand même que la prochaine cible de Trump, c'est le Vietnam, hein, justement. Oui, mais bon, il ne peut pas commencer à faire une guerre commerciale avec tous les pays d'Asie. À un Tu moment, crois qu'il aurait peur de faire ça? Ah, peut-être après pas. le peut-être pas. Vietnam, ça Non. s'est mal passé. Hein. Ça Oui, risque de mal se passer à nouveau. Ça réveillerait de mauvais souvenirs. Mais oui, donc voilà, ça va commencer. Le Fairphone d'un autre côté. Vous seriez client d'un Fairphone, vous ? Moi non, parce que moi j'ai un copain qui en a un.
Et donc, je trouvais ça intéressant, mais heureusement que les pièces se changent, parce qu'il me dit qu'il a sa 3e panne. Aïe. Ouais. Donc, mais après, c'est un avis d'un mec dans l'univers entier, hein, donc je peux pas faire un comparatif. Mais bon, moi, voilà, quoi, je suis pas convaincu. Moi, ça m'intéresse de le tester, mais voilà. pour la même chose, c'est que l'idée est très bonne. Après, la réalisation, il faut qu'elle soit à la hauteur, parce que si c'est avoir un matériel qui marche mal, c'est pas la bonne idée non plus pour les problèmes éthiques. Voilà, si on te dit, les gens vont se décourager, quoi. Bah oui, c'est en ça. Donc, ce qui est déjà bien, c'est que le prix est il aurait pu être un petit peu plus agressif, mais le prix est relativement agressif. Donc ça, si vous voulez faire des trucs éthiques et que le smartphone c'est pas dans vos priorités, déjà vous pouvez manger plus local ou acheter des bijoux avec de l'or recyclé ou des trucs comme ça. Enfin, il y a plein de trucs à faire peut-être avant de se galérer avec un iPhone, un Fairphone pardon, qui marche pas bien, quoi. Bah, alors oui, je te reprends sur le qui marche pas bien parce qu'on ne sait pas vraiment s'il marche pas bien. C'est comme tu disais, une expérience d'une personne. C'est un téléphone, on va dire, milieu de gamme d'il y a 3 ans dans son look. C'est un écran qui est 5,7 pouces en Full HD, une caméra 12 mégapixels à l'arrière, 8 mégapixels à l'avant. On a un Qualcomm 632 comme processeur avec 4 Go de RAM et 64 Go de storage. C'est vraiment un téléphone bas milieu de gamme qui n'est peut-être pas ciblé idéalement pour nous, mais qui conviendrait parfaitement à énormément de gens. Oui, tout à fait. Hein. Ouais, c'est un truc qui peut convenir aux gens qui s'en foutent de leur téléphone, quoi. Ouais, attention, j'ai pas dit qu'il faut qu'il soit aussi bon qu'un haut de gamme hyper cher et tout ça, mais la vraie question, c'est est-ce qu'il est aussi bon qu'un autre smartphone à 450 € aujourd'hui ? Et c'est ça, il faut qu'il soit aussi bon que... Bah, je dirais, il faudrait, oui, idéalement, mais dans les faits, je crois que si c'est un téléphone qui est effectivement ciblé sur des gens pour lesquels l'aspect éthique de leur appareil est important, même s'il est un petit peu moins bon, ils seraient prêts à mettre le prix pour que ça soit éthique, justement. C'est vrai. Oui, mais les problèmes éthiques d'écologie sont intéressants quand ça touche le grand public, pas les gens qui sont déjà intéressés par ça. C'est ça que je veux dire. Bien sûr, il y aura toujours des gens pour acheter des produits qui seront éthiques et les acheter beaucoup plus cher parce que c'est leur philosophie de vie. Mais là où les choses éthiques prendront vraiment de l'importance, c'est quand le vrai consumer market sera intéressé par ces produits-là. Et c'est ce qu'il faut. Après, si tu vas acheter un téléphone parce que tu es très sensible à tous les aspects éthiques, je pense que tu peux avoir quelque chose de peut-être plus récent en version recyclée, reconditionnée, qui a déjà eu une vie et du coup qui est quelque part, c'est peut-être même plus écolo que d'avoir un Fairphone tout neuf, même s'il a été fabriqué par des gens qui ont bien été payés ou je sais pas quoi, tu vois. Tu veux dire acheter un iPhone 8 par exemple ou un Pixel 3 ou même quelque chose d'il y a 2 ans, c'est peut-être même au moins aussi écologique que d'acheter un Fairphone. Moi, j'allais dire, c'est bien qu'il y ait cette option du Fairphone pour les gens qui sont intéressés justement, parce que sans ça, il n'y a peut-être pas d'option. Mais c'est vrai ce que tu dis, Corben. Acheter un appareil qui est dans sa 2e ou même sa 3e vie, ça peut être un geste également écologique. Moi, je suis content que le Fairphone existe parce que c'est une option qui est intéressante, effectivement. Mais comme le dit Jérôme, je me demande si c'est au-delà de l'aspect philosophique, qui est positif parce qu'il faut que ça existe pour qu'on voit si ça marche, je me demande si ça peut vraiment fonctionner dans ces conditions-là, parce que oui, tu as raison, ça ne va pas toucher le grand public. Le grand public ne va pas forcément se diriger vers cet appareil-là. Ouais. Bon, peut-être qu'on sera surpris, hein. Peut-être que la version 3 sera populaire, ou peut-être que la version 4 arrivera à faire quelque chose d'encore plus intéressant. Et puis, c'est indéniable qu'il y a une vraie tendance dans les smartphones. Le produit est banalisé, les gens veulent les garder le plus longtemps possible, sont prêts à acheter. Le marché du reconditionné marche très bien. Donc, il y a quand même une volonté, peut-être pas du très grand public, mais il commence à y avoir un vrai changement par rapport à notre rapport au smartphone. Voilà, et un smartphone, je trouve que d'avoir des smartphones qui seraient plus facilement réparables, et ça, toutes marques confondues, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Quitte à perdre quelques micro-millimètres d'épaisseur et d'avoir 4 vis apparentes, quoi. Donc, tu es content que Apple fasse rendre réparables ses appareils chez les réparateurs tiers?
Bah, je me suis pas exprimé tout à l'heure, mais je pense que Apple a très bien compris aussi les changements d'ambiance, quoi, par Ouais. rapport à ça. On est d'accord. Et je pense, et c'est leur solution, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir vous les laisser réparer vous-même, mais par contre, on peut dire. Et puis, ils ont très bien compris que les lois du droit à la réparation aux États-Unis sont en train de pousser toute comme des façon, champignons dans tous les États. Donc, Si on lit les petites news en entrefilet et pas les trucs de buzz, Apple est en train de se préparer à une énorme mutation et d'autres marques aussi. Apple ne veut plus vendre des smartphones, il va nous laisser des smartphones. On s'abonnera à du matos qu'on nous changera. L'objectif d'Apple, mais c'est déjà le cas aux États-Unis, il y a l'abonnement. Oui, c'est vrai. mais ils veulent le faire à une grosse échelle, Apple. En tout cas, c'est l'impression que ça donne quand on voit les pièces qui sont en train de se mettre en place. Bon, parlons un petit peu de Smart, qui est en train de dévoiler son nouveau système de partage de voitures personnelles, qui arrivera dès 2020. Alors, je ne sais plus comment s'appelle ce système. Je vais dire une bêtise, donc je ne vais rien dire. En fait, c'est un système... Ah oui, c'est Ready to Share. C'est pour votre voiture Smart. Il y a tout un système qui est développé pour vous permettre de la prêter à des gens que vous connaissez. C'est pas du partage public, même si a priori vous pourriez le partager avec des gens que vous ne connaissez pas, mais c'est plus pour de la gestion de partage familial ou pour une flotte de voitures en entreprise ou pour ce genre de choses, qui est un système que je trouve assez intéressant. Je vais pas vous le détailler complètement, mais en gros, la voiture, vous laissez la clé dans la boîte à gants. Et il y a un module dans la voiture qui va débloquer la porte par application, et vous pouvez donner donc le droit avec des créneaux horaires aux personnes qui sont dans vos contacts dans cette application d'utiliser la voiture à tel et tel moment. Donc c'est du partage personnel, on va dire, mais c'est une idée intéressante peut-être pour, je pense en particulier aux entreprises, peut-être. Alors, ça pourrait être encore plus... C'est marrant parce que j'étais à une conf, je sais plus, il y a 1 an et demi ou 2 ans à Paris, où Nissan avait fait exactement la même chose avec sa Micra. Et peut-être que ça existe déjà chez Nissan. En gros, tu payes X euros par mois et en fait, tu partages avec tes voisins, si tu veux, la voiture. C'est du leasing, en fait. Et tu mets des plages horaires sur ton téléphone. Enfin, il y a une application, en gros, qui permet de partager un peu la voiture comme ça. Et quand tu rentres dans la voiture, je crois que tu dois pouvoir la déverrouiller avec ton téléphone aussi. C'est ça, oui, c'est ça. Et après, tu l'utilises. L'inconvénient, c'est qu'en fait, il faut la regarer un peu là où l'autre puisse la prendre, donc c'est un peu compliqué si tu fais des trajets plus ou moins longs, si jamais tu la partages avec tes voisins, tu vois, faut qu'elle soit garée là où il faut, pas trop loin. Là où il faut, ouais. Tu peux pas l'emmener au boulot le matin, puis un autre mec la récupère. Enfin, tu pourrais, mais c'est compliqué, quoi. Faut trouver des gens. Ça viendra avec la voiture autonome, mais tout ça, on revient sur les smartphones. On est en train doucement, et c'est une très bonne chose, de basculer dans une économie de marché où l'expérience va être plus importante que la possession des objets, et la technologie va le permettre. Aujourd'hui, il y a quand même énormément de choses qu'on peut louer. On peut avoir des ordinateurs à distance. On n'est plus obligé d'avoir une grosse tour chez soi. On peut louer, entre guillemets, son smartphone et l'avoir toujours à jour. Les voitures, c'est vrai que c'est quand même complètement con quand on y pense d'avoir une voiture qui passe la plupart de son temps dans un garage. C'est quelque part c'est anti-économique quoi et anti-écologique en plus donc c'est bien que la technologie permette justement ce genre de choses et de rendre tout ça fluide parce qu'on a toujours pu faire ça, de prêter du matériel, mais c'était compliqué. C'est exactement tout ce qu'a amené, enfin on va dire la moitié de ce qu'ont amené les téléphones mobiles et l'informatique très personnel, l'informatique dans la poche, l'ordinateur dans la poche, c'est ça. C'est rendre plus facile des choses qui étaient déjà possibles avant, mais qui sont aujourd'hui beaucoup plus faciles par cette arrivée de l'informatique. Tout à fait. Un petit mot sur les rings d'Amazon. Vous savez ce que c'est le ring ? Non ? Oui, les sonnettes. Exactement, c'est des sonnettes connectées avec caméra qui vous permettent de voir qui sonne à votre porte, même quand vous n'êtes pas à la maison, etc. Il y a des systèmes pour ouvrir les portes aussi à distance et tout. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la caméra, justement, on savait depuis quelque temps, et on a eu plus de détails sur le fait que Ring, donc une société qui a été rachetée par Amazon, a des contrats avec les forces de police, avec 400 unités de forces de
police dans les États-Unis. J'imagine Et que c'est pas c'était très local et c'était par quartier au début. Hein. C'est ça. Mais aujourd'hui, en fait, ils ont systématisé le système qui permet aux forces de police, à un commissariat de police, bon, même si ça s'appelle pas commissariat là-bas, de demander, en fait, automatiquement, par un portail informatique, d'avoir accès aux images d'une caméra qui était dans un lieu où il y a eu un crime. Donc, la manière dont ça fonctionne, c'est que ça vous envoie un message. Si vous possédez cette caméra connectée, cette sonnette connectée, ça vous envoie un email et ça vous dit est-ce que vous voulez partager votre vidéo de telle période à telle période ? Est-ce que vous acceptez ? Ça aidera les forces de police, etc. Et c'est automatisé, donc ils peuvent, les forces de police, envoyer une requête sur telle zone et sur le bloc, ça va envoyer la demande à tous les possesseurs de Ring s'il y en a dans la zone. Et je suis hyper ambivalent sur cette question parce que sur la théorie, si on se dit si ça aide aux forces de police à résoudre des crimes, à améliorer la vie du quartier et à empêcher les crimes, évidemment qu'on ne peut qu'être pour. Mais en même temps, je vais peut-être retrouver le nom du chercheur qui avait présenté les choses de cette manière. Voilà, c'est Andrew Guthrie Ferguson qui disait « Oui, c'est bien beau cette idée, mais regardez les choses d'une autre manière. Si on vous dit que la police va demander à tous les citoyens de mettre une caméra sur leur porte et d'y avoir accès à tout moment, qu'est-ce que vous diriez ? Et bien là, forcément, oui, effectivement, c'est beaucoup moins cool. Donc, je ne sais pas comment voir la chose. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Ça m'inquiète, mais je ne sais pas si... Corben, tu pouvais même avec Ring... Pardon, vas-y, Cédric. Il y a juste un truc, avec Ring, tu pouvais déjà partager ta sonnette avec tes voisins, en fait. C'était la possibilité de donner l'accès en gros à ta vidéo de ton portier à ton voisin d'en face ou dans ton quartier pour de la surveillance locale entre nous. C'est un aspect que j'ai pas mentionné. Ou machin, voilà. C'est un aspect que j'ai pas mentionné, c'est le fait qu'ils vendent beaucoup le Ring comme l'idée que ça va sécuriser le quartier c'est d'être un bon voisin. Voilà. Et en fait, la police avait détourné au début cette fonctionnalité-là. Où en gros un policier avait demandé l'accès, enfin en gros vous m'ajoutez en ami dans votre cercle d'amis Ring et comme ça je peux accéder à vos caméras. Au début ça avait commencé comme ça et ça avait permis d'élucider un ou deux crimes et donc du coup c'est comme ça qu'après ça a pris comme une traînée de poudre où des quartiers entiers, la police a demandé des accès à des quartiers entiers, c'est devenu une fonctionnalité officielle. Ils ont rajouté cette fonctionnalité mais ça se fait en quelques mois en fait, hein. Ça a été très très vite. Et là maintenant donc on se retrouve avec ce que tu décris maintenant, c'est limite si on subventionne pas, on n'offre pas les caméras pour les gens quoi. Moi je me pose deux questions là-dessus. La première c'est, je sais qu'en France on n'a pas le droit de filmer l'espace public en tant que particulier. Par exemple si tu as une caméra, donc je sais pas comment ça se passe aux États-Unis, mais je suis pas sûr qu'en France un truc comme ça puisse être déployé. Bon, en tout cas, ça va filmer juste ton jardin, quoi. Donc, c'est pas forcément. Voilà, c'est le cas. Hein. Tu regardes les vidéos, ça filme pas vraiment la rue. Hein. D'accord. Alors, souvent, t'as le jardin, la haie, tu vois. Enfin, ça dépend comment est fait la maison. Des fois, effectivement, ça peut tomber sur la rue. Et la deuxième question que je me pose, c'est si parce que là, d'après ce que j'ai compris, le possesseur de la caméra, enfin du Ring, autorise ou non la police à accéder aux images. Tout à fait. D'accord. Donc là, la question que je me pose, c'est est-ce que si tu refuses, tu n'as pas un truc genre entrave à une enquête, machin, bidule, enfin tu vois le truc quoi. Alors la police n'a pas accès aux informations de la personne qui autorise ou refuse l'accès. Bon, c'est peut-être pas impossible à déduire non plus, on va dire. Ouais, voilà. Tiens, c'est bizarre, on n'a pas cet angle-là. Mais non, puis les pressions peuvent être indirectes. Si par exemple un certain nombre de gens refusent, peut-être que les policiers seront un peu moins virulents à venir aider. Enfin, tu vois, ça peut créer des trucs qui... Voilà, vont peut-être pas venir rapidement. Rapidement. Dans le quartier, les gens vont appeler. Exactement. Il commence à regarder, à parler avec l'accent de la mafia new-yorkaise. Ah, mais ça serait tellement dommage qu'un truc arrive à votre maison le week-end prochain et qu'aucun policier ne soit là pour vous aider. Ça serait tellement bête. Ça serait dommage. Bon, donc voilà, on vous laissera tirer vos conclusions sur cette. Moi, j'avoue que j'ai toujours pas un avis tranché là-dessus. Je comprends les préoccupations, mais
Il y a des bonnes choses là-dedans, mais il y aura forcément des dérives, et les dérives peuvent être catastrophiques aussi. C'est très américain aussi, hein, tout ce qui est vigilante. Oh là. Voilà, ça reste très américain. Ouais. Donc, Ouais. Et puis il y a l'aspect qui pousse la peur de la vie de quartier, alors que, on le sait bien, la violence diminue depuis 50 ans, et il y a quasiment plus de violence dans les rues, mais on en voit tellement à la télé qu'on a l'impression qu'elle est partout. Donc, alors qu'elle est sur Twitter, alors on le sait bien. On le sait bien. Non, mais dans 3 ans, on pourra monter une mitrailleuse directement sur son ring, et comme ça, plus de problème. Hein. Bon, on va finir avec un petit peu d'écran et de vidéo. Netflix va sortir 10 films dans les salles aux États-Unis. Et en particulier, c'est un qui a fait le plus de bruit, c'est le dernier film de Scorsese. Quel est le nom du film ? J'ai oublié. The Irishman, voilà. Donc c'est le film de Scorsese qui arrive aux États-Unis. Il va avoir, je crois, 4 semaines d'exclusivité dans les salles. Et pour info, pour être considéré aux Oscars, il suffit d'être pendant 1 semaine dans les salles. Par contre, les grandes chaînes aux États-Unis demandent plus longtemps en exclusivité pour avoir un film dans leur salle, donc il sera disponible que dans certaines petites salles et pas les grandes chaînes. Mais il n'empêche, le 1er novembre, il arrive en salle aux États-Unis et le 27 sur Netflix. C'est intéressant de voir qu'ils continuent à pousser les films. Alors, ils ne sont pas tous aussi prestigieux que celui de Scorsese, mais quand même, et qu'ils continuent à les pousser en salle, même encore plus que ce qui est nécessaire pour avoir les Oscars. Évidemment, en France, ça ne pourrait pas passer de la même manière, puisque la chronologie des médias est bien plus contraignante qu'elle ne l'est aux États-Unis. Et puis, puisqu'on parle d'image, la guerre continue entre les opérateurs et BFM TV et RMC et le groupe. C'est un sujet dont on parle depuis longtemps. Il y a une dispute entre les fournisseurs d'accès à Internet et les opérateurs de chaînes de télévision qui sont disponibles gratuitement, ces chaînes-là, sur les ondes classiques et qui donc, selon eux, devraient être disponibles gratuitement sur les box TV des opérateurs, puisque c'est eux aussi, ça remplace la box TV, c'est l'accès à la télévision, donc ça devrait être disponible gratuitement. Mais les opérateurs, eux, disent « Ah bah non, nous on utilise nos réseaux et notre infrastructure pour délivrer votre contenu à nos clients, donc il faudrait que vous payiez que vous partagiez la facture ». C'est un combat entre des grandes sociétés pour faire plus de bénéfices, on va dire, mais j'ai quand même une petite sympathie pour, on va dire, c'est pas vraiment une sympathie pour les grandes chaînes de télé, c'est plutôt une antipathie pour les FAI, dont nous sommes les clients, nous abonnés aux FAI, et qui leur donnons déjà de l'argent pour obtenir du contenu d'Internet. Donc, ça me paraît pas tout bien sûr, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, et si ça fonctionne pour eux, tant mieux, mais ça me gêne un petit peu qu'une partie du contenu, ils disent, vous devez payer pour qu'on puisse livrer votre contenu à nos clients, parce que ça attaque la neutralité du net d'une certaine manière, même si c'est... on pourrait en discuter pendant longtemps, mais voilà en gros ce qui me pose souci. Mais c'est le merveilleux monde des médias à l'époque d'Internet, entre Netflix et Orange. Oui, donc je disais, Free a déjà coupé BFM TV, et Orange est en train de menacer de couper BFM TV, et RMC d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus, mais c'est une histoire qui dure depuis longtemps quand même. Ouais, c'est long. Déjà, Free... Ça se coupe déjà tout seul. donc qui coupe BFM, bon, pourquoi pas. Mais... Ils vont pas te manquer. Jérôme, Cédric, vous avez un avis là-dessus ou on s'en fout de leur business ? Non, mais après, tu sens qu'il y a une guéguerre avec le fait qu'il y a un FAI adossé au groupe de Patrick Drahi, mais tu vois, le fait qu'Orange rentre même dans la danse en reprenant les arguments des autres, tu vois, l'un de ceux qu'on n'entend pas, alors a priori Bouygues ferait pareil, mais j'ai un gros doute, mais Bouygues avec TF1, tu vois, c'est quand il y a un groupe média adossé à un fournisseur d'accès, un FAI, tu vois, t'as toujours le doute sur les vraies motivations, ces gens-là, et les vraies motivations. Et puis
C'est bête à dire, mais pour le coup, BFM, enfin le groupe RMC et BFM a un vrai souci, c'est que pour proposer, pour faire payer la diffusion sur Box de leurs vidéos, ils sont censés normalement proposer des services ajoutés comme la pause du direct, le retour au début, des replays, ce genre de choses, ce qu'ils ne font pas. Et donc en gros, ce que disent Free et Orange, c'est pourquoi est-ce qu'on paye pour la même chose qui est disponible sur la TNT gratuitement? Il n'y a pas de raison en fait de le faire. Et donc Free dit, moi il est hors de question que je continue à payer si vous ne proposez pas une vraie valeur ajoutée Ouais, à enfin, la si je diffusion sur continue, Box. si je continue à payer, ils diffusent la télévision par Internet. C'est juste donner accès à Internet, en fait. Oui, ça consomme un peu plus de bande passante, mais enfin, on n'est plus à ça. C'est plus un problème, ça. La bande passante pour regarder la télé, elle est là. Donc, Oui. c'est pas qu'ils payent, tu vois, c'est juste qu'ils donnent accès à Internet. Je fais un petit peu l'avocat de Oui, bien sûr, bien BFM, sûr. là, mais c'est Bien pour sûr, ça que mais ça là, me- mais là, en fait, c'est ça, c'est sur ça Pourquoi, qu'ils excuse-moi, s'écharpent. du coup, pourquoi pas faire payer YouTube? Alors YouTube, c'est un mauvais exemple parce qu'ils ont voulu faire payer Ouais. YouTube aussi. Mais pourquoi pas faire payer Twitter? Pourquoi pas faire payer Patrick Béja pour donner accès au rendez-vous tech? Tu vois, il n'y a pas de entre guillemets eux aussi. Ouais, ça Ça va viendra venir, peut-être. hein. Mais ils payent aussi pour que moi j'ai accès, pour que leurs clients aient accès à mon contenu Oui, à mais moi. mais la Et renégociation qui a lieu pour eux n'est pas justifiée. Pour Orange, Free, en disant il n'est pas question qu'on paye plus cher alors qu'il n'y a pas de service ajouté par rapport à d'autres chaînes qui, eux, le proposent. Mais Et pourquoi il y est-ce a- qu'ils payent? J'ai peut-être raté un truc. Est-ce qu'ils payent BFM pour avoir accès, pour pour pouvoir avoir diffuser accès leur au flux, contenu? oui, oui. Ah, d'accord, ça j'avais pas C'est ça compris. le problème. Ah oui, d'accord. Alors j'ai mal lu Alors que mettre le un détail. tuner Oui. TNT, c'est gratos, quoi. Donc, Tu veux dire que Free et Orange payent BFM pour pouvoir diffuser leur flux, c'est ça? c'est ça, exactement. D'accord, oui. Bon, ça change les choses effectivement. Oui. C'est exactement ça. Et normalement, BFM est censé, pour bénéficier de cet argent-là, est censé proposer des services ajoutés. Pour qu'il y ait un vrai attrait. Tu vois, en fait, en gros, quand Free dit moi, je veux bien payer pour diffuser BFM, si mes abonnés, quand je diffuse BFM chez eux, peuvent reprendre le journal au début, mettre pause, ou tu vois, ce genre de choses. Et Mais s'il n'y a BFM pas ne de le service fournit pas. ajouté, Free dit bah, dans ce cas-là, je balance le flux TNT, ça me coûte 0, je paye rien à BFM et allez vous faire voir. Ah bah tu Ça vois, me fait heureusement que penser tu es là un parce que peu- j'avais pas compris la chose comme ça. Ça me Mais fait c'est ça penser le un problème. peu avec les histoires avec Google Actu et les médias. C'est ça. Bah Et oui, Free, oui, et on Free est dans- pour aller encore plus loin, maintenant qu'en fait, il y a comment ça s'appelle, le CSA impose une numérotation, un ordre des chaînes sur la TNT. Mais par contre, il ne l'impose pas sur les box. Donc Free pourrait par exemple mettre LCI à la place de BFM TV sur le canal numéro 15 du flux Freebox. Et pour faire encore plus mal à BFM. LCI, c'est 0,9% je crois de part de marché. BFM maintenant, c'est tombé à 1,2 ou un truc comme ça. Donc il pourrait peut-être aider LCI à passer devant le groupe BFM, en tout cas chez leurs Free, abonnés. ouais. Et Ce voilà, serait chez filou. Free. Ce serait très filou, mais c'est un autre moyen de pression. Xavier Niel n'est pas à ça près. Il pourrait très bien dire ok, vous voulez continuer à jouer, mais il n'y a pas de problème. Moi, si les gens utilisent le flux TNT, vous serez bien sur la chaîne numéro 15. Par contre, s'ils passent par la box, eh ben, ça sera LCI. Allez, Ouais, bisous, en au fait, revoir. Tu vois toutes ces histoires, moi, je me mets à la place, puisque j'en suis un Ah d'utilisateur. mais oui, mais c'est tellement chiant. En fait, on est complètement pris en otage Bien par sûr. un des opérateurs qui ont jamais réussi à prendre le tournant du contenu et qui en sont vexés Ah. et frustrés, et par des créateurs de contenu au sens large qui ont pas vu arriver les gros changements dans la distribution de contenu, dans la Exactement. monétisation du contenu. En fait, c'est Donc, un c'est- combat de vieux qui n'ont toujours pas compris Ouais, le sens de l'histoire. exactement. Je veux dire, on n'en parlera plus dans pas très longtemps, à mon avis, de tout ça. C'est triste, hein, parce qu'il y a des emplois qui sont en jeu, il y a des choses, mais là, il y en a qui n'ont pas bien compris où se situaient les enjeux C'est un aujourd'hui. combat d'arrière-garde et de vieux monde. Ah, C'est- puis ils perdent du temps. Ils perdent du temps avec ce type de combat, parce qu'il y a des combats autrement plus Et là, importants tu vois à Disney+ tenir. arriver, Apple Voilà, TV+, ouais. et tu auras peut-être des offres d'informations, de chaînes Bien
Bien infos sûr. qui seront sur ce modèle du Netflix où tu prendras tes reportages, tes machins, tes trucs, ton journal quand tu veux, comme tu veux, ça va leur faire bizarre. Hein. Je te le J'allais dis. dire, c'est quand même problématique parce qu'il y a une question de journalisme derrière, mais en y réfléchissant 2 secondes, c'est vrai que c'est pas forcément à la télévision avec les chaînes d'infos 24 heures sur 24 qu'on trouve Voilà. le meilleur exemple de journalisme. Il est généralement plutôt dans la presse écrite, même sur Internet, et c'est là-bas qu'on va le trouver. Et peut-être, c'est vrai. Tu as tout à fait raison, Cédric. On a une opportunité avec les nouveaux acteurs de ce milieu de Et rien réinventer n'empêche- le journalisme télé Ouais. et de justement d'en faire quelque chose Et tu vois, regarde. auquel on peut euh, faire confiance, qui était le problème dont on parlait tout à l'heure. Pardon. Exactement. Moi, je regarde beaucoup France Info parce que j'aime bien. Mhm. Tu vois, toutes les X minutes, ils te refont le journal qui est à peu près le même, sauf que si les événements évoluent, il y a une petite modif et tout ça. Rien n'empêche, dans une application, tu veux regarder ton journal, ton machin, tu cliques dessus, il peut être réactualisé toutes les 20 ou 30 minutes, ça ne change pas le métier derrière, tu as juste un truc qui te dit vient d'être réactualisé et tu vois le flux réactualisé et tout ça. Ça ne change pas le métier de ceux qui le font. Ça change juste le moyen de diffuser et de le consommer. Et je pense Et que... le format, ouais. Et le format, voilà. Mais je pense que c'est une offre comme ça, à une dizaine d'euros par mois, vraiment une chaîne info. Un truc, de ce qu'on type-là, achète c'est pas maintenant, complètement idiote. ce qu'on que souvent, même, achèterait, tu c'est la rates- Tu rates des confiance. chroniques. Oui, voilà. En plus, tu rates des chroniques, par exemple, qui passent tous les midis sur France Info, machin. Si tu regardes la chaîne de télé, si t'es pas tombé à midi, tu as raté le truc. Faut retourner sur leur site, c'est chiant. Ouais, on peut aller sur le site. Mais Bien sûr, mais c'est ça pourrait possible, très bien être mais c'est un peu disponible compliqué. comme ça tous les jours et actualisé comme il Et le c'est font vrai en que live. d'une certaine manière, encore une fois, c'est ce qu'on fait nous ici. Il y a tellement d'informations dans la tech. Ce qu'on fait, c'est la trier, la comprendre, essayer de vous l'expliquer. Et c'est un travail qu'on fait nous et que ceux qui payent pour avoir ce travail disponible. Et tu veux Et que je d'une te dise un certaine truc manière, c'est l'idée qu'il y aurait derrière ce que tu dis avec un abonnement à 10 euros. Oui, certains se diraient « Oh, mais 10 euros par mois ». Bon, peut-être que ça ne serait pas 10 euros, mais, Non, mais une attends. certaine somme pour avoir un journal qui fasse pas dans le sensationnalisme, qui soit des informations qui soient vérifiées et qui soient crédibles, pas juste crédibles, mais auxquelles on puisse faire confiance. C'est ça. Oui, aujourd'hui, on en a besoin et je pense qu'il y a des gens qui seraient prêts à payer. Et tu Ça vois- existe dans la presse, mais étrangement, ça n'existe pas dans la, entre guillemets, télévision. Et la vidéo a énormément d'attrait. Et aujourd'hui, tu vois, quand tu prends une chaîne d'infos type France Info qui démarre sa diffusion, je ne sais pas à quelle heure, mais genre à 6h ou 7h le matin et qui termine à minuit, dans ce créneau-là, imaginons de 6h à minuit, tu as 18 heures de flux vidéo que tu vas produire et tu ne peux pas en produire une minute de plus puisque tu es dans un carcan horaire limité. Là, si tu es sur quelque chose de totalement asynchrone, un Netflix de l'information, tu pourrais très bien produire 40 heures de vidéos et de reportages par jour. Les gens choisissent les thématiques qui les intéressent et tu as ton propre journal, j'allais dire à la demande. Mais si par exemple, je sais pas moi, l'actualité internationale, ça t'intéresse absolument pas, tu peux complètement zapper ça et te concentrer sur autre chose. Ou l'actu people, t'en as rien à faire, ou le sport, tu t'en fous. Eh ben, tu pourrais t'aurais ton flash info qui serait général, et tous les reportages et les petites chroniques que tu as tout au long de la journée, eh ben, tu te les choisis, tu fais ton truc un peu à la demande, quoi. Ouais. Non, et puis même au-delà de ça. Et puis on va conclure, je te donnerai la parole Jérôme, mais même au-delà de ça, toutes ces chaînes qui existent sur Internet, et il y a des gens qui nous écoutent qui vont dire « Ah mais c'est pas vrai, on peut aller écouter on peut aller voir sur le site en direct les trucs ». Mais le problème, c'est qu'ils sont encore dans le modèle de on a 24 heures par jour, il faut les remplir, et on diffuse 24 heures par jour. Nous, ce dont on est en train de parler, c'est un modèle différent dont le produit n'est pas la diffusion 24 heures pour mettre autant de pubs possible. Le produit, c'est la confiance qu'on peut faire en ce qu'on regarde. Et c'est ça dont on a besoin aujourd'hui. Et encore une fois, dans une certaine... Voilà, tu peux... Et d'une certaine manière, c'est un petit peu ce que je vous propose, moi, avec l'émission. Et donc, c'est complètement ce dont vous parliez tous les deux, Jérôme et Cédric, le combat entre les anciens et le nouveau modèle. Et Jérôme, je te donne le mot de la fin avant qu'on conclue. C'est là où les opérateurs courent un grand danger à faire ces combats qui vont les épuiser, parce que le combat du futur, les consommateurs, ils vont
effectivement pas payer 1 milliard d'abonnements, parce que même d'un point de vue psychologique, de se dire j'ai 10 euros par là, 7 euros par là et tout ça, les gens en ont déjà marre. Et ça va être les opérateurs qui vont revenir. Alors, le côté bouquet, ça va nous saouler un peu, mais qui vont offrir des packaging où tu pourras choisir ta chaîne d'infos, etc., pour des tarifs négociés. Et c'est là où les opérateurs peuvent renouer avec finalement une demande du public et ne plus être juste des vendeurs de tuyaux, ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, quoi. Intéressant. Bon, tant qu'on a la possibilité, qu'on revienne pas à l'époque du câble, moi, tant qu'on a la possibilité d'acheter les services un par un et de s'arrêter quand on veut, ensuite, s'il y a des bundles ensemble, ça ne gêne pas trop, quoi. Bon, bah merci à tous les trois pour ces conversations édifiantes. Ça a été absolument fascinant. Avant de se quitter, j'aimerais vous proposer de nous dire où on peut vous retrouver sur Internet, à commencer par, on va dire, Corben, qui est resté silencieux ces dernières minutes. Oui, tu sais, moi, la télé, tout ça. Oui, donc tiens, du coup, je demande, qui regarde la télé ici parmi vous? Corben? Non. Cédric? Moi, uniquement sport et info. D'accord. Jérôme? Arte, mais sur mon iPad. D'accord. Et moi, je regarde pas non plus. Bon, donc, Corben, on peut te recevoir, te trouver où? Écoutez, sur le blog corben.info. Et puis, on va dire Instagram, corben00 sur Instagram. Magnifique. Cédric? Eh bien, moi, sur les internets, studiorenegade.fr, donc, où j'anime diverses émissions, et sur Twitter, @CédricBonnet. Super. Jérôme Kainborg? Vous pouvez me retrouver sur la chaîne YouTube Nowtech et tous les matins en live dans l'émission TechScope qui arrive vendredi 13 à son numéro 1000. Et donc, il y a des changements qui arrivent pour le numéro 1000, c'est ça? Je ne te dirai rien. D'accord, mais pourtant, nous sommes des amis intimes, Jérôme, et même moi, tu ne me... Tu m'as convaincu. Ok, alors je vous dis tout. Le mec faible. C'est ça. Eh bien, écoute, dans une dizaine de jours, alors rendez-vous pour ce numéro 1000 qui peut-être sera différent et peut-être sera juste exactement le même. Ouais, pour ma part, la surprise. C'est ça, ouais. Et maintenant, retrouvez une annonce de Patrick Béja. Oui, alors juste avant l'annonce de Patrick Béja, juste avant ça... qu'est-ce que je voulais dire? Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Si vous aimez Instagram, vous pouvez aller voir ce que j'y mets. C'est toujours Note Patrick. Hein. Et vous pouvez aussi trouver cette émission sur frenchspin.fr. Vous pouvez nous y laisser des commentaires pour nous dire si on a dit des choses un petit peu bêtes dans cette émission, si vous n'êtes pas d'accord, ou au contraire, si vous trouvez qu'on a été brillant. Ou apporter des précisions. Hein. Oh, des précisions aussi, tout à fait. Et si vous appréciez l'émission, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech pour la soutenir financièrement. C'est une chose qui est absolument essentielle, donc je vous encourage à aller y jeter un coup d'œil. Et maintenant, Cédric, qu'est-ce que tu disais? Je disais... Et maintenant, une annonce de Patrick Béja. Voilà, donc pour l'avenir de l'émission, un petit message important, je vais tout vous détailler et ça a à voir justement avec peut-être certaines des questions dont on parlait il n'y a pas si longtemps. Donc bonne écoute et on se retrouve dans une semaine, un tout petit peu plus, pour le prochain épisode où on parlera des annonces d'Apple. Ciao à tous. Ciao, salut tout le monde. Alors, de quoi est-ce que je voulais vous parler quand je vous disais que je voulais parler des changements et de l'avenir de l'émission? C'est un changement assez substantiel qui risque d'intervenir dans la semaine, 2 semaines à venir. Et alors, avant, je vais vous faire une petite introduction. C'est un sujet dont j'ai déjà parlé aux membres du Patreon, aux patriotes qui soutiennent l'émission financièrement. Et donc, si vous êtes patriote, vous n'avez pas forcément besoin d'écouter ça, vous savez déjà, je pense. Mais pour tous les autres, je pense beaucoup à l'émission et à mon travail, à l'ensemble de mon travail dans toutes les émissions que je fais et à là où je vais. Parce que ces 5 dernières années se sont super bien passées, ces 10 dernières années, et même plus depuis que j'ai commencé les podcasts, étaient forcément une bonne expérience. Et depuis que je fais ça à temps plein, c'est une excellente expérience. Mais je pense aussi à ce que je veux faire dans les 5-10 prochaines années. Je dis souvent que je pense au podcast comme quelque chose d'artisanal et que je suis un artisan. Et c'est quelque chose que je veux faire longtemps. La situation telle qu'elle est aujourd'hui est très positive, mais j'aimerais l'améliorer et il y a certains points que j'aimerais améliorer. Les problèmes que je note, c'est
il y en a 3 principaux. D'abord, je suis, comme j'en avais parlé un petit peu avant les vacances, je suis en crunch permanent. C'est-à-dire que c'est beaucoup de travail de gérer toutes ces émissions et de gérer la société, et de gérer les publications et la pré-production, etc. C'est énormément de travail. Et si c'est un travail que j'apprécie énormément, je pense que si je regarde à 5 ou 10 ans à l'avenir, je ne sais pas si je peux tenir le rythme de cette manière sur le très long terme. Il y a un autre, entre guillemets, point d'accroche qui est lié au premier, c'est que j'aimerais aussi m'engager dans d'autres projets. Aujourd'hui, j'ai beaucoup à faire avec les émissions que je fais déjà, mais à terme, j'aimerais bien me dégager du temps pour essayer d'autres choses. Autant j'adore le rendez-vous tech et je pense que je l'arrêterai jamais, et je pense le rendez-vous jeu non plus, autant je me dis, j'aimerais bien pouvoir, dans quelques années, me dire que j'ai la latitude, enfin dans quelques années, j'ai plein d'idées tout le temps, vous le savez, j'ai plein de choses que je veux faire, et j'aimerais pouvoir m'y engager plus. Aujourd'hui, j'ai tout simplement pas le temps, sinon j'envoie pas mes documents à mon comptable, et c'est un gros problème pour la boîte. Donc, ces 2 problèmes de crunch et de temps libre pour essayer d'autres choses sont liés, et ça veut dire que pour les résoudre, il faudrait que j'ai de l'aide dans la société. L'autre sujet qui est problématique à terme potentiellement pour moi, c'est qu'aujourd'hui, ma seule source de revenus, enfin la grande majorité de mes revenus, c'est le soutien par Patreon. Et évidemment, il est hyper important et il est essentiel et il restera essentiel, mais j'aimerais bien avoir d'autres sources de revenus aussi pour ne pas être à la merci de Patreon. Vous le savez peut-être si vous me suivez ici et là, mais je suis hyper content de la manière dont Patreon fait les choses. Ils ont encore de l'évolution devant eux, ils ont des modifications qui sont intéressantes à venir, j'espère, dans la manière dont ils font les choses. Mais il n'empêche, si demain Patreon se casse la gueule, ça risque d'être compliqué pour Patrick et pour French Spin et pour le Rendez-vous Tech, parce que c'est l'immense majorité de mes revenus. Donc, ces 3 problèmes, crunch, temps libre et diversité des revenus, qui sont importants à considérer pour un métier qu'on veut faire sur le long terme, il faut que je trouve des solutions pour que, même si aujourd'hui ce n'est pas des vrais gros problèmes, ça ne le devienne pas à terme. Et il y a une solution qui est envisageable et que je fais plus qu'envisager puisqu'elle va être implémentée bientôt. C'est la solution de la publicité. Alors, ne fuyez pas, c'est un sujet auquel j'ai énormément réfléchi, j'en ai beaucoup parlé avec ma femme, avec d'autres podcasteurs, avec les patriotes, le comité de production d'abord et l'ensemble des patriotes après. Et évidemment, si je fais ça, c'est que je pense, j'ai confiance dans le fait que ça puisse se faire de manière sérieuse et de manière à ce que ça n'altère pas trop l'émission et que ça soit quelque chose d'équilibré. Je pense que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, l'écosystème n'était pas prêt pour faire les choses bien dans le monde du podcast, en tout cas en France. Il n'y avait pas d'organisation de cette industrie, il n'y avait pas de personnel et de sociétés spécialisées, et donc on était obligé d'aller chercher soi-même les sponsors, ils voulaient des choses qu'on ne voulait pas forcément donner, enfin bref, c'était pas quelque chose, c'est en partie aussi pour ça que c'est une solution qui ne m'a jamais vraiment attiré et que je pensais pas implémenter dans l'émission. Aujourd'hui, je pense que les choses sont en train d'évoluer, et entre le fait que le Patreon me donne une base hyper stable et le fait que les choses soient organisées de manière sérieuse dans cet aspect de l'industrie, je pense que je veux tenter la chose parce que en grande partie, ça résout potentiellement certains de ces problèmes ou même tous les problèmes dont je vous ai parlé. Donc la publicité, ça veut dire quoi ? D'abord, l'aspect essentiel, c'est que ça ne change rien pour les patriotes. C'est-à-dire qu'ils ont accès au flux du podcast privé des patriotes, et donc ils auront quand même l'émission sans publicité.
comme c'est déjà le cas aujourd'hui, où quand je coupe la partie du milieu où je parle de la promo de Patreon, en fait, sur le flux du podcast privé, je coupe cette partie. Et donc, ils ont l'émission sans aucune intervention de ce type. Et ça va continuer à l'avenir. Donc, si vous êtes patriote et que vous voulez vous abonner à ce flux, les instructions sont, sont accessibles depuis frenchspin.fr. Dans la barre de droite, il y a les instructions pour faire ça. C'est très simple, ça passe par Patreon. C'est un flux RSS, en fait, que vous ajoutez à votre application de lecture de flux RSS. Donc ça, pour les gens qui soutiennent l'émission, et évidemment c'est normal, il y aura pas de publicité. Pour les gens qui ne soutiennent pas l'émission, de fait, on entre dans une sorte de modèle hybride où il y a les gens qui utilisent l'émission, qui écoutent l'émission en payant, et les gens qui ne payent pas. Et pour les gens qui ne payent pas, c'est un petit peu déjà le cas d'une certaine manière, puisqu'il y a cette, entre guillemets, publicité pour Patreon, pour le Patreon du Rendez-vous Tech, de fait. Et ce qui va se passer, c'est que il va y avoir, normalement, ça risque de changer en fonction des personnes et des moments, il y aura une pub avant l'émission, une pub après l'émission et potentiellement une publicité au milieu de l'émission qui, quand elle sera là, remplacera la promo Patreon. Donc, normalement, le pré-roll et le post-roll, comme on l'appelle dans l'industrie, donc les pubs avant et après, c'est une trentaine de secondes, et la partie au milieu, ça remplacera ce qui existe déjà pour Patreon. Je mentionnerai quand même le fait que vous pouvez avoir l'émission sans pub pour Patreon, j'en dirai 2 mots, quoi, mais ça sera dans ce bloc-là. Donc je pense que, même au niveau structurel, ça ne changera pas énormément, même pour les auditeurs gratuits. Pour les auditeurs qui sont membres de Patriote, ça changera rien du tout en fait. Et pour les auditeurs qui sont pas membres de Patreon, je crois que ça changera pas grand chose. Bon, il y aura quand même la pub évidemment, je vais pas vous mentir, ça changera un petit peu, mais ça me paraît être un deal relativement honnête. Et la raison pour laquelle ça me convient de tester cette initiative, c'est que le Patreon, comme je disais, ça constitue la base des revenus de mon activité et il est absolument essentiel. C'est-à-dire que pour moi, sans Patreon, ça serait beaucoup plus compliqué de faire ce genre de choses parce que non seulement c'est l'immense majorité des revenus, d'après le calcul qu'on a fait, ça serait quand même le Patreon qui resterait mon gagne-pain en fait. Donc, s'il vous plaît, n'arrêtez pas de souscrire à Patreon et si vous pensez que ça pourrait être quelque chose qui vous intéresserait pour contribuer à la qualité de l'émission, continuez à devenir patriote, ça c'est hyper important. Mais surtout, au-delà de ça, ça me permet d'appréhender les demandes des annonceurs ou la publicité comme quelque chose d'optionnel, en fait. Ça me permet de dire non, tout simplement. Sur les pré-rolls et les post-rolls, en fait, les 30 secondes avant, 30 secondes après l'émission, je ne sais même pas de quoi il s'agit. Donc ça, c'est vraiment... ça m'intéresse même pas, en fait. C'est des publicités qui sont insérées comme ça et c'est quelque chose, bien sûr je peux les bloquer si jamais c'est problématique, c'est des pubs pour des produits que je n'apprécie pas. Je me suis assuré qu'il était possible de dire non, tel produit c'est pas pour mon audience ou je suis pas en phase, donc oui, il y a on peut faire une liste noire, mais ils sont insérés sans que moi j'ai vraiment à intervenir là-dedans, donc c'est un petit peu séparé. Pour la pub au milieu, où je parlerai d'un produit que moi je peux apprécier, c'est grâce au Patreon que je me dis ça, je peux le faire en gardant confiance en ma capacité de le gérer correctement. Donc, si vous n'avez pas compris, le Patreon reste quand même essentiel, mais j'espère que le revenu additionnel et différencié que pourrait amener cette initiative de publicité me permettra donc, d'ici peut-être quelques mois, j'espère,
d'avoir cette liberté de déjà de déléguer un petit peu de travail, ce qui me permettrait de prendre un petit peu plus soin de moi. Et comme je le disais, c'est surtout sur les 5-10 ans à venir, quoi. Moi, je veux faire cette émission pendant très longtemps et garder l'émission qualitative pendant très longtemps. C'est pas un truc, c'est pas une idée où je me dis je vais faire autant d'argent que possible pendant 2 ans et puis disparaître, quoi. Évidemment, moi, l'important pour moi, c'est que vous ayez une émission de qualité et que vous me fassiez confiance. Donc, c'est quelque chose à laquelle je travaille tous les jours, c'est une chose à laquelle je travaille tous les jours et à laquelle je continuerai à travailler pendant les années à venir. Mais si ça me permet de prendre un petit peu de temps libre, du coup, de me libérer du temps pour me consacrer à d'autres projets, il y a plein de choses que j'ai envie de faire, plein d'idées. Et d'ailleurs, vous me parlez de sujets qui pourraient vous intéresser ou d'initiatives qui pourraient vous intéresser depuis 5 ans et même depuis avant, mais j'ai simplement pas le temps aujourd'hui. Il y a plein de choses où je me dis, je pourrais faire ça, j'aimerais tester ça. Ça peut être des petites choses, mais je peux pas. Depuis 5 ans, je me rends compte que j'ai pas le temps. Et en plus, avec le petit, vous vous doutez bien que ça n'arrange pas les choses. Donc, j'espère que ça pourrait mener à ça. Et donc, cette formule hybride avec l'équilibre, pour moi, le gros problème de la pub, c'est quand, j'en parle souvent depuis des années dans l'émission, c'est que la publicité est devenue le seul moteur, le seul revenu de beaucoup d'initiatives sur Internet. Et ça, c'est un petit peu, ça rend les choses un peu compliquées. Il y a, je sais pas, il y a 10 ans, 15 ans, les publications, pour prendre l'exemple des publications papier, avaient l'argent des petites annonces que Craigslist et d'une certaine manière Le Bon Coin ont désintégré. C'était un gros revenu, en particulier aux États-Unis, mais en France aussi. Ça faisait un petit moment, mais bon. Il y avait l'argent que les gens payaient au kiosque pour acheter le journal et la pub, bien sûr. Et tout ça s'est concentré en pub seulement. Donc aujourd'hui, moi, j'aimerais avoir 2 sources de revenus avec l'argent que vous me donnez comme source principale. Peut-être qu'à terme, il y en aura plus, je ne sais pas, mais c'est l'idée de cette initiative, donc diversifier un petit peu et me reposer sur l'une pour bien gérer l'autre. Donc voilà, c'est ce qui va se passer. Ça me fait ça me rend un petit peu nerveux, je vous avoue. C'est quelque chose que je fais pas, je prends pas à la légère, évidemment. C'est quelque chose dont j'ai beaucoup discuté avec les gens qui me sont proches, avec ma femme. Et j'ai beaucoup réfléchi à la manière d'implémenter ça sérieusement. Donc, j'espère que ça sera quelque chose avec lequel, la méthode avec laquelle je l'implémente, que vous apprécierez, que vous serez d'accord avec la manière dont ça se passe. Ça sera un test qui sera fait sur 12 mois. J'ai signé un contrat de 12 mois. Et si ça se passe pas bien, on en discutera, vous et moi, comme toujours, comme depuis 5 ans, comme depuis 10 ans. On en discutera et on verra si c'est quelque chose qu'on peut continuer, qu'on peut pas continuer. Moi, j'espère bien sûr que ça va devenir une partie intégrale de la manière dont je gère cette société. Et j'espère que ça sera suffisamment bien fait pour que ça soit envisageable. Mais c'est un test qu'on va faire sur 12 mois. Si ça se passe vraiment pas bien du tout, on essayera autre chose. Donc voilà, le cœur de tout ce que je fais, c'est évidemment toujours l'émission en elle-même, la confiance que vous me portez pour faire cette émission. Et j'espère que vous continuerez et je serai surtout digne de cette confiance dans les années à venir et pour de très nombreuses années encore. Donc voilà, en gros, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser le mieux, c'est quand même dans les notes de l'émission sur frenchspin.fr. Si vous voulez le faire sur Twitter ou ailleurs, vous pouvez aussi, mais c'est quand même mieux de centraliser sur frenchspin.fr. Donc dans les notes de cet épisode sur frenchspin.fr, je suis toujours content d'entendre les remarques et d'écouter les questions et je répondrai à autant de questions que possible. Et
ces questions et ces remarques sont toujours importantes pour moi pour bien gérer les choses. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à faire. Et bien sûr, comme je le disais, si vous souhaitez avoir l'émission complètement sans pub, ou alors, tout simplement, si vous voulez soutenir l'émission, parce que vous pensez que c'est quelque chose qui mérite d'être soutenu, passez voir sur patreon.com/rdvtech. Je fais ma pub pour Patreon. Et rendez-vous bien compte que un soutien sur Patreon a une valeur infiniment plus importante que la pub. Ça, c'est un des trucs qui est important à retenir et qui me rend nerveux aussi, au-delà du fait de faire ce gros changement, c'est que le Patreon reste hyper important et donc il est important que les auditeurs sachent que s'ils apprécient l'émission, ça reste une option et c'est le meilleur moyen de soutenir l'émission. C'est ça qui me permet de ne pas être à la merci d'autres méthodes de monétisation. Donc voilà, grande explication. Je vais retourner être nerveux et préparer tout ça. Et puis, on continuera à en discuter tous ensemble à partir du moment où ça sera implémenté et bien au-delà. Merci à vous tous, je vous fais de grosses bises. Et donc, rendez-vous au prochain épisode pour ce grand épisode spécial Apple qui ouvre le bal des conférences d'automne. Je vous fais de grosses bises et à très vite. Ciao.